L'agitation s'était étendue aux mines du Nord, où 80% des mineurs avaient abandonné les puits. 1947, c'est l'après-guerre, mais la France souffre toujours. Contre la vie chère, une grève insurrectionnelle se déclenche dans tout le bassin minier. La répression est implacable. Climat de trouble, c'est l'atmosphère de cette semaine. Dans les mines du Nord où l'effervescence continue, les compagnies de sécurité ont dû intervenir pour libérer les puits des piquets laissés par les grévistes pour empêcher tout travail. Au début des 30 Glorieuses, voici venir les grèves de la croissance. En août 1953, en pleine vacances, grève des services publics pour des hausses de salaire. Mais en attendant, c'est la paralysie, déjà, à la SNCF. Les cheminots, à leur tour, fermaient leurs gares. Aux pauvres gens en vacances, la campagne et la mer devenaient soudain inaccessibles. Tous les départs suspendus, les foules assiégeaient les gares. Les mines encore, cette fois en 1962. La France se modernise. Face à l'énergie nucléaire, le charbon est de moins en moins utile. Et malgré leur grande grève, les mineurs ne pourront sauver leur emploi. Les mines de Decazeville ne sont plus rentables. Mais les mineurs habitués à leurs mines de père en fils se refusent à être recasés. Ils veulent que continue cette exploitation déficitaire. La grève dure. Pour la première fois, la France découvre à la télé les intérieurs ouvriers. Et dans chaque foyer, à la table de midi, des chaises vides. Changement d'ambiance, mai 68. Certains me disaient, le vent va tourner. Des centaines de milliers d'ouvriers, plutôt des jeunes, occupent spontanément leur usine. « 7 millions de grévistes, du jamais vu en France. » Résultat, les accords de Grenelle. 10% de hausse de salaire et, une première, la création de sections syndicales dans les entreprises. Pendant tout l'été, les Français auront vécu à leur lit. Un été marqué un peu partout. 1973, en écho lointain, à mai 68, l'usine LIP. 1 millier d'ouvriers horlogers de la région de Besançon se prennent à rêver d'autogestion. Dans l'usine occupée, la fabrication et la vente des montres va permettre la première paye sauvage. Encore une première en France, mais 4 ans plus tard, rien n'empêchera la liquidation de l'aventure. Et dans ces années 70, commencent aussi les grèves de la crise. La hausse du pétrole, la mondialisation déjà, font des ravages dans l'industrie. Les usines ferment, les unes après les autres. On licencie en masse ces milliers d'ouvrières dans le textile. Et la sidérurgie lorraine entame sa terrible mutation. Les arrêts de travail se suivent. Déprimante grève pour la survie de ces métiers. Le pouvoir et le patron sont main dans la main pour exploiter la classe ouvrière. Dans les circonstances que connaît la sidérurgie actuellement, il n'est pas question de pouvoir accorder les augmentations au personnel. Les gens sont crispés. Et cette crispation, de ces jours, ça va aller en explosion. Ressentiment et frustration s'accumulent quand, en 1995, la réforme des retraites précipite dans la rue une partie des salariés contre le plan Juppé. Je ne retirerai pas le plan de réforme et de sauvegarde de la sécurité sociale parce que ce serait une erreur. Et je dirais même une faute que de le faire. Mais après 3 semaines de grève, le gouvernement va céder. Exit le plan Juppé. Au tournant du siècle, le 21e, ce sont les grèves du désespoir qui dominent. La cuve, contenant du sulfure de carbone hautement explosif, est entourée de cartons prêts à être enflammés et reliés à un transformateur électrique. La parfaite bombe industrielle. Chez Celatex, une filature des Ardennes, les ouvriers menacent carrément de faire sauter l'usine. C'est dégueulasse, hein. Vous allez voir, on va les faire péter le bazar là-bas. Là, au moins, ils bougeront. Ce qu'il faudrait, c'est aller là-dedans, les séquestrer. Parce qu'ils se foutent vraiment de notre poire, hein. Loin des grands mouvements, il s'agissait alors de la survie
de ce qu'on appelait autrefois le mouvement ouvrier.